Il existe une règle tacite dans l'alpinisme de haute altitude. À 7000 mètres d'altitude, vous n'êtes responsable que de vous-même. Votre partenaire est tombé et ne peut plus marcher, laissez-le derrière vous. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une question de survie. En août 2025, sur la montagne la plus meurtrière de l'ancienne Union soviétique, le pic Victory, un acte d'humanité a déclenché une réaction en chaîne qui a conduit à l'une des tragédies les plus dévastatrices de l'histoire de l'alpinisme moderne. Cette histoire ne parle pas de la conquête des montagnes. Elle parle du prix que l'on doit parfois payer pour refuser d'abandonner un ami en détresse. Natalia Nagovitsina travaillait à la Commission électorale centrale de Russie, où son univers se composait de colonnes de chiffres et du traitement informatique des données électorales. Ses collègues la considéraient comme un modèle de méthode et de fiabilité. Mais derrière cette façade calme se cachait une soif de quelque chose de complètement réel, quelque chose que le bureau climatisé et la réalité virtuelle des protocoles ne pouvaient lui offrir. À l'âge de 48 ans, elle s'est mise relativement tard à l'alpinisme, en 2016, alors que beaucoup de gens songent déjà à ralentir le rythme de leur vie. Pour Natalia, ce n'était pas un hobby, mais une façon de respirer. La même discipline avec laquelle elle vérifiait les données se manifestait désormais dans la planification des ascensions. Mais en montagne, les enjeux étaient différents. Ici, elle ne recherchait pas l'ordre, mais l'authenticité, dans le vent glacial, dans la douleur des muscles tendus, dans la clarté absolue de son objectif avec l'abîme en toile de fond. Si Natalia se lançait dans une tâche, elle allait jusqu'au bout. Ce trait de caractère, qui est devenu à la fois une bénédiction et une malédiction en montagne, l'a transformée d'une novice sur l'Elbrus en chef de file des expéditions les plus complexes en 9 ans. Elle avait déjà 4 sommets de plus de 7000 mètres à son actif. Le pic Lénine, le pic Korzenevskaya, le pic Ismoil Somoni et le Khan Tengri. Il ne lui restait plus que le dernier et le plus dangereux, le pic Victory. Une montagne que les alpinistes qualifient ni plus ni moins de tueuse, où une personne sur 3 qui décide d'en escalader les parois glacées trouve la mort. L'histoire de Natalia est inextricablement liée à l'ascension du Khan Tengri, où, en août 2021, sa vie s'est scindée en un avant et un après. Elle escaladait le sommet avec son mari Sergueï lorsqu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral à 6900 mètres d'altitude. Le camp de base l'a exhorté à plusieurs reprises par radio à descendre, affirmant qu'il était impossible de l'aider et qu'elle devait se sauver. Cependant, Natalia a refusé de quitter son mari mourant et a passé la nuit avec lui par une température de moins 30 degrés. C'est cette tragédie qui lui a fait rencontrer l'alpiniste italien Luca Sinigaglia. Il grimpait seul, sans radio et sans connaître le russe, et les Nagovitsines l'ont invité à se joindre à leur groupe pour l'ascension de la montagne. Lorsque le malheur a frappé, Luca et son partenaire Günther ont été les premiers à leur venir en aide. Il a aidé à descendre le corps de Sergueï et a soutenu Natalia pendant les heures les plus sombres. Après cette ascension, ils ont souvent communiqué et ont convenu de se retrouver sur un sommet quelque part dans le monde. Cette amitié, forgée par un chagrin partagé, les a liés pendant des années. En août 2025, Natalia se tenait au camp de base sud d'Inilchek, contemplant la paroi blanche qui disparaissait dans les nuages. Quelque part là-haut, à 7440 mètres d'altitude, l'accord final l'attendait pour obtenir le titre de Snow Leopard, léopard des neiges, un titre honorifique décerné aux alpinistes qui ont conquis les 5 sommets de plus de 7000 mètres de l'ancienne URSS. C'était un titre qu'ils avaient rêvé d'obtenir ensemble avec Sergueï. Cette ascension était plus qu'un simple objectif sportif. C'était l'accomplissement d'une promesse faite sur la tombe de son mari. Elle choisit une expédition commerciale organisée par Aksai Travel, payant environ 400 000 roubles pour la logistique complète. Le groupe était international, composé de 2 couples. Le partenaire de Natalia était Roman Mokrinsky, un alpiniste connu dans les cercles restreints pour ses calculs presque mathématiques. Homme d'action et non de parole, il faisait partie de ceux qui revenaient toujours des montagnes, car il ne laissait jamais les émotions prendre le pas sur la survie. Le deuxième duo était composé de Günther Sigmund, partenaire fiable et calme de Luca, et de Luca Sinigaglia lui-même, qui avait spécialement pris l'avion depuis l'Italie pour partager cette ascension avec Natalia. Le pic Victory les accueillit sans ménagement. Les vents glacés du désert du Taklamakan, que les habitants appellent les 1000 démons, rendaient chaque pas difficile. La montagne gardait le souvenir de ses victimes. En 1955,
11 alpinistes kazakhs étaient morts ici, à 6900 mètres d'altitude, dans une tente, pris dans une tempête de neige. Depuis, les statistiques n'ont montré aucune amélioration. De tous les sommets de plus de 7000 mètres de l'ancienne URSS, le Pobeda est celui qui a coûté le plus de vies. Et Natalia le savait très bien. Le 12 août 2025, un groupe de 4 alpinistes s'est lancé à l'assaut. Ils devaient parcourir 15 km à travers le glacier Zvezdochka pour atteindre le premier campement en haute altitude, une randonnée épuisante que beaucoup considèrent comme la partie la plus difficile de tout le parcours. Ils devaient repartir tôt le matin, avant que les avalanches de la face nord ne commencent à balayer tout sur leur passage. La journée était relativement calme pour le mont Pobeda. Le vent soufflait à seulement 50 km à l'heure et la température restait autour de moins 15 degrés. Pour une montagne réputée comme la plus froide de la planète, ces conditions étaient presque celles d'une station balnéaire. Le groupe avançait avec assurance, mais les cordées suivaient des rythmes différents. Lucas et Günther échangeaient constamment des phrases, leur communication était animée et détendue. Natalia et Roman, au contraire, avancèrent dans un silence presque complet, seulement rompu par le crissement de la neige et de brefs ordres professionnels. C'était l'union de 2 solitaires concentrés sur un seul objectif. Passant de camp en camp, ils grimpaient de plus en plus haut. À 5300 mètres d'altitude, ils ont installé leur 2e camp, puis leur 3e à 5700 mètres. Chaque mètre de l'ascension devenait de plus en plus complexe, mais c'était une lutte familière, presque méditative, pour ces alpinistes expérimentés. À 6900 mètres d'altitude, où l'air est 2 fois moins dense que la normale, Luca Sinigaglia s'est senti mal. Maux de tête, nausées, faiblesse dans les jambes. Pour un alpiniste expérimenté, c'était un signal d'alarme. Il a pris la seule bonne décision, s'arrêter. Lorsqu'il en a informé le groupe, Natalia l'a immédiatement soutenu. « Prends soin de toi, mon ami, la montagne attendra. » Le souvenir de la tragédie qui avait frappé son mari à la même altitude lui serra le cœur. Il s'abrita dans une grotte de neige creusée par des expéditions précédentes pour attendre la fin de la tempête et évaluer son état. Son partenaire, Günther Sigmund, ayant reçu l'assurance de Lucas qu'il se reposerait simplement avant d'entamer la descente, poursuivit l'ascension seul et atteignit le sommet. Lorsque l'Allemand redescendit, il trouva Lucas complètement épuisé. Ensemble, ils ont entamé la lente descente vers le camp d'assaut. La montagne avait lancé son premier avertissement, mais une seule personne l'avait entendu. Natalia et Roman ont poursuivi leur ascension. Le 6e camp, situé à 7100 mètres d'altitude, se trouvait dans un petit creux, une dépression enneigée qui offrait au moins une certaine protection contre le vent. C'est là que l'alpiniste Mikhail Ishchutin est mort il y a plusieurs années. Son corps n'a jamais été retrouvé. Cet endroit semblait avertir. Au-delà de ce point se trouve un territoire d'où il n'y a pas de retour. La dernière ascension vers le sommet a pris plus de 7 heures. La crête de 4 km de long menant au sommet exigeait une concentration extrême. Des 2 côtés se trouvaient des précipices de 2 km de profondeur. À certains endroits, le sentier faisait moins d'un demi-mètre de large. À une telle altitude, le cerveau fonctionne au ralenti et chaque décision est difficile à prendre. Roman a atteint le point culminant. On ne sait pas si Natalia a atteint le sommet. Mais tous deux ont fait demi-tour et ont entamé la partie la plus dangereuse de toute ascension, la descente. La catastrophe s'est produite vers 14 heures, à une altitude de 7150 mètres. Le soleil se couchait déjà à l'ouest, allongeant les ombres sur le glacier. La crête sous leurs pieds s'était transformée en patinoire. Le firn, un type de neige particulier, compressé par le vent jusqu'à atteindre la dureté du béton et poli jusqu'à briller comme un miroir, ne pardonnait aucune erreur. Roman était en tête, Natalia l'assurait derrière lui. À une telle altitude, le corps fonctionne à ses limites. Un simple pas nécessite 3, 4 ou 5 respirations. Le cerveau, qui ne reçoit qu'un tiers de l'oxygène dont il a besoin, a du mal à contrôler les mouvements. Et c'est à ce moment de fatigue et de privation d'oxygène que la montagne a frappé. Ce n'était pas une chaussure qui avait glissé ou une erreur de mouvement. C'était la montagne elle-même. La corniche de neige sous les pieds de Roman, qui semblait faire partie intégrante de la crête, s'est effondrée dans un craquement sourd et guttural. Il a disparu en un instant. La corde qui le reliait à Natalia s'est tendue comme la corde d'une catapulte. La secousse n'était pas seulement violente, elle était absolue, l'arrachant à la réalité. Natalia était en plein mouvement, son poids déplacé sur une jambe, celle-là même qui avait été blessée lors d'une chute de pierre en mai. Elle n'a pas eu la fraction de seconde nécessaire pour mettre en pratique ses années d'entraînement.
La physique était implacable. Une force imparable l'arracha de la crête, la fit tournoyer et projeta son pied avec une force monstrueuse contre les arêtes acérées comme des lames. Le craquement assourdissant de son propre os à une telle hauteur lui sembla être le son le plus fort de l'univers. Une douleur aiguë et insupportable lui transperça tout le corps. Une fracture ouverte du tibia en haute altitude équivaut à une condamnation à mort. Elle ne pouvait plus s'appuyer sur sa jambe et était incapable de faire un seul pas par elle-même. Roman agit avec détermination, sans paniquer. Il prit une ampoule d'analgésique dans la trousse de premier secours et lui fit une injection. Il lui posa une attelle fabriquée à partir d'un piolet et l'enveloppa d'un bandage élastique. Chaque mouvement causait à Natalia une douleur insupportable, mais elle serra les dents et la supporta. Roman la traîna sur 50 mètres jusqu'à une niche rocheuse connue sous le nom de « rocher de l'oiseau ». Elle offrait une protection relative contre le vent, mais rien de plus. Il devait maintenant faire un choix. Les mathématiques de la haute altitude sont impitoyables. 2 personnes ne peuvent pas descendre une crête glacée avec une jambe cassée. Tenter de le faire signifierait une mort certaine pour les 2. Rester sur place signifiait également la mort, mais plus lente. La seule chance était de descendre pour chercher de l'aide. À 7000 mètres d'altitude, la moralité cède la place à la survie. Ce n'était ni de la lâcheté ni de la trahison. C'était la seule décision qui donnait à Natalia la moindre chance de s'en sortir. Roman disposa tout ce qu'il pouvait à côté d'elle, les analgésiques restants, les barres énergétiques et une gourde d'eau. Il n'y avait ni tente, ni sac de couchage, seulement une couverture de survie. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, seulement une détermination sombre et pesante. Il se figea un instant comme s'il attendait quelque chose, des reproches, des insultes, n'importe quel signe. Mais elle, surmontant la douleur, se contenta d'acquiescer lentement mais fermement. Une seule fois. Cela suffisait. Natalia le laissa partir, acceptant son destin et le soulageant d'une partie de son insupportable fardeau de culpabilité. Roman se retourna brusquement et sans se retourner, commença sa descente. Natalia resta seule sous le rocher en surplomb, où gisaient déjà plusieurs corps de ceux que la montagne n'avait pas encore lâchés. La température commençait à baisser. Elle regarda sa silhouette devenir de plus en plus petite, jusqu'à disparaître complètement dans la brume blanche. Désormais, sa vie dépendait de la rapidité des autres et de sa propre capacité à ne pas abandonner. Lorsque Roman Mokrinsky atteignit le camp d'assaut et rapporta ce qui s'était passé, la nouvelle se répandit comme un coup de tonnerre à la radio. Luca Sinigaglia, encore affaibli après sa maladie, apprit que Natalia était en difficulté. Pour lui, ce n'était pas seulement le rapport d'un alpiniste blessé, c'était une tragédie personnelle. C'était une amie qu'il avait sauvée autrefois sur le Khan Tengri. Sans attendre les sauveteurs officiels, Luca et Günther commencèrent à se préparer. Le 13 août, surmontant leur propre faiblesse, ils se mirent en route. Dans leur sac à dos, ils transportaient une tente, un sac de couchage, un réchaud à gaz avec une bouteille et des provisions pour 4 à 5 jours. À une telle altitude, chaque kilogramme de poids en pèse 10, mais ils continuèrent obstinément à monter. Le soir venu, ils atteignirent le rocher aux oiseaux. Natalia était vivante et consciente, mais son état se détériorait d'heure en heure. Ses amis ont rapidement monté la tente, l'ont aidée à se glisser dans son sac de couchage et ont fait fondre de la neige pour avoir de l'eau potable. Ils ont passé la nuit avec elle, mais au matin, il est devenu évident que leur propre force s'épuisait. Ils devaient redescendre pour chercher de l'aide. Avant de partir, Natalia les a serrés dans ses bras et leur a confié un message pour son fils. « Dites à Misha que maman est en retard, mais qu'elle reviendra à coup sûr. » En partant, Lucas a pris sa radio. Dans la logique des opérations de sauvetage, cela se justifiait. Le coordinateur avait besoin d'un émetteur. Personne n'aurait pu imaginer à ce moment-là que cette mesure sensée s'avérerait fatale. En prenant la radio, Lucas, sans le savoir, a privé Natalia de sa dernière voix, la laissant dans le silence absolu et assourdissant de la zone de la mort. La descente tourna au désastre. À environ 6800 mètres d'altitude, le groupe fut pris dans une tempête de neige. La visibilité tomba à quelques mètres et le vent les renversa. Ils creusèrent une grotte dans la neige et décidèrent d'attendre que la tempête passe. Mais le corps de Lucas, déjà affaibli par sa maladie précédente et l'ascension vers Natalia, commença à défaillir. Les symptômes se sont rapidement développés. D'abord, ses maux de tête se sont intensifiés, puis il est devenu confus. Lucas a commencé à parler de manière incohérente et ne reconnaissait plus ses compagnons. Ils ont contacté le médecin du camp de base par radio et lui ont décrit les symptômes.
Le diagnostic ressemblait à une condamnation à mort, œdème cérébral de haute altitude. À une telle altitude, cela ne signifiait qu'une seule chose, ils devaient descendre immédiatement. Mais Lucas ne pouvait plus marcher seul. Le 15 août, vers 6 heures du soir, le cauchemar absolu a commencé. En termes médicaux, on parle alors de phase terminale. La conscience de Lucas s'est complètement obscurcie. En proie à une douleur atroce, il a essayé d'arracher ses vêtements, s'est cogné contre les parois de la grotte et a tenté à plusieurs reprises de se jeter à l'extérieur. Günther et Roman ont utilisé leur dernière force pour retenir le corps de celui qui avait autrefois été leur ami. Dans l'espace exigu de la grotte, accompagné par le vent hurlant, les cris incohérents de Lucas et les bruits sourds de son corps contre les parois glacées se sont fondus en une bande sonore d'horreur pure. Pour Günther, cette nuit restera à jamais gravée dans sa mémoire. Le matin du 16 août, le cœur de Lucas s'est arrêté. L'homme qui ne pouvait pas abandonner son ami en difficulté a payé le prix ultime pour sa loyauté. Günther et Roman, eux-mêmes au bord de l'épuisement physique et mental, n'ont pu descendre le corps qu'à mi-chemin, mais n'ont pas eu la force de le ramener au camp de base. Lucas est resté dans la grotte de neige à flanc de montagne qui lui a coûté la vie. Alors que la tragédie personnelle d'un petit groupe d'alpinistes se déroulait, une opération de sauvetage à grande échelle commençait dans la vallée. Cependant, le mois d'août 2025 s'est avéré catastrophique pour toute la région. Le ministère kirghize des situations d'urgence a travaillé à plein régime. 62 alpinistes ont dû être évacués de différentes parties des glaciers sud et nord d'Inilchek. Au cours de ces mêmes jours, les sauveteurs ont évacué des alpinistes britanniques, chinois, kazakhs et russes. Le 16 août, le russe Alexei Ermakov est mort sur le Khan Tengri. Une autre victime, une autre évacuation. Dimitri Grekov, chef du camp de base, n'a pas caché son pessimisme. Il n'est pas nécessaire de la rechercher, nous savons où elle se trouve. Il est tout simplement impossible de s'y rendre. Personne n'a jamais été secouru à cet endroit dans toute l'histoire de l'alpinisme. Il est impossible de la descendre manuellement. Ce n'étaient pas des paroles en l'air. Une évacuation terrestre à partir d'une altitude de 7150 mètres nécessiterait au moins 10 alpinistes expérimentés, 5 à 6 jours pour l'ascension et autant pour la descente. Et cela dans des conditions météorologiques idéales. Mais le temps n'était pas parfait. Le 16 août, les autorités ont pris une mesure désespérée. Le ministère de la Défense a fourni un hélicoptère Mi-8 avec un équipage composé des meilleurs pilotes. À bord se trouvait le principal espoir du camp, un groupe de 6 sauveteurs dirigé par Vitali Akimov. C'était une légende de l'équipe de sauvetage locale, une figure mythique qui avait personnellement sauvé des dizaines d'alpinistes de ces glaciers et qui, comme on le disait en plaisantant dans la vallée, savait négocier avec la montagne. Le plan était risqué. Voler aussi près que possible du lieu de la tragédie, déposer le groupe d'Akimov et évacuer les victimes. Mais ce jour-là, le Victory Peak n'était pas disposé à faire de compromis. En s'approchant de la pente, l'hélicoptère est entré dans une zone de turbulence violente. Les courants d'air qui se détachent des parois glacées créent des pièges invisibles pour les aéronefs. L'appareil a été pris dans ces turbulences et violemment projeté contre la pente. L'atterrissage brutal à 4600 mètres d'altitude a transformé les sauveteurs en victimes. Le pilote a subi une fracture par compression de la colonne vertébrale, tandis qu'Akimov, l'homme qui était censé être le sauveteur, et d'autres membres de son équipe ont souffert de luxations et de contusions. Au lieu de sauver Natalia, il fallait désormais évacuer l'équipage de l'hélicoptère accidenté. Alors que les sauveteurs officiels étaient occupés à évacuer leur propre hélicoptère accidenté, la tragédie du Victory Peak faisait déjà la une des journaux sur Internet. La nouvelle de l'impuissance des services de secours a bouleversé la communauté des alpinistes. Un appel a été lancé sur l'un des forums internationaux. En quelques heures, des passionnés ont collecté des fonds et trouvé à Bichkek un opérateur disposant d'un puissant drone industriel capable de fonctionner en altitude. Le 17 août, cette petite opération de sauvetage citoyenne a apporté une dernière lueur d'espoir. Le drone a pu voler jusqu'à la tente de Natalia et ce que les opérateurs ont vu leur a glacé le sang. Une silhouette est apparue de la tente, déchirée par le vent. Natalia était vivante. Voyant l'appareil bourdonnant, elle s'est assise et a commencé à agiter la main, d'abord de haut en bas, puis en cercle. Ces images se sont instantanément répandues sur Internet. Des millions de personnes à travers le monde ont vu une femme agiter de toutes ses forces la main vers un oiseau mécanique à une altitude où aucun être humain ne devrait se trouver. Certains ont interprété ces mouvements circulaires comme un signe que tout allait bien,
tandis que d'autres y ont vu un adieu. Mais tout le monde a compris, c'était le dernier salut depuis la zone mortelle. Le 19 août, le drone a de nouveau décollé. Le tableau avait radicalement changé. Les vents violents avaient complètement déchiré la tente. À l'intérieur, dans un sac de couchage, gisait une silhouette immobile. Impossible de dire si elle dormait, si elle était dans le coma à cause de l'hypothermie ou si elle était déjà morte. Les provisions laissées par ses amis avaient disparu. Le gaz du réchaud était épuisé. À une telle altitude, avec une fracture ouverte, sans abri ni chaleur, le corps humain ne peut pas résister longtemps. Le 19 août, 8 alpinistes sauveteurs ont tenté une dernière tentative. Mais la montagne semblait protéger sa proie. La neige fraîchement tombée atteignait la taille et chaque pas exigeait un effort herculéen. Le vent soufflait à 100 km à l'heure. À 6100 mètres d'altitude, le groupe a été contraint de s'arrêter. Vitali Akimov, malgré une blessure au dos subie lors de l'accident d'hélicoptère, a personnellement dirigé cette tentative. Mais son ancienne blessure s'est fait sentir et il a commencé à ressentir une douleur insupportable. Grekov a évalué la situation et a pris la seule décision possible. J'ai ordonné à tout le groupe de faire demi-tour et de descendre. Continuer aurait signifié ajouter à la liste des victimes. Le 21 août, les premiers rapports non officiels ont commencé à arriver au camp de base, annonçant la mort de Natalia. Le 23 août, le ministère kirghize des situations d'urgence a officiellement annoncé la fin des opérations de sauvetage. La déclaration disait « Les conditions météorologiques ne permettent pas de poursuivre les recherches cette année ». Le 27 août, une caméra thermique militaire montée sur un drone n'a détecté aucun signe de chaleur dans la zone de l'attente. Le 2 septembre, la blogueuse Victoria Bonia a lancé son drone pour un dernier test. La tente était complètement recouverte de neige. Il n'y avait aucun mouvement. Le 3 septembre, la Fédération kirghize d'alpinisme a officiellement déclaré Natalia Nagovitsina décédée. La montagne avait fait des ravages. Natalia et Lucas sont restés à jamais sur les pentes du pic Pobeda, dans le même creux enneigé où reposait déjà Mikhail Ishutin. L'évacuation des corps a été jugée impossible jusqu'à l'année suivante, et probablement pour toujours. Lorsque les moteurs de l'hélicoptère se sont tus et que les radios se sont éteintes, la tragédie du pic Pobeda a pris une nouvelle tournure inattendue. L'opération de sauvetage à grande échelle, qui a duré plus d'une semaine, a coûté une somme astronomique. Les 2 vols de l'hélicoptère Mi-8, y compris celui qui s'est écrasé, ont coûté environ 30 000 $. Le travail des équipes de sauvetage au sol, l'utilisation de drones et l'assistance médicale aux victimes ont coûté 30 000 $ supplémentaires. Le coût total s'élevait à environ 60 000 $. La police d'assurance de Natalia, souscrite auprès d'Axai Travel, couvrait les risques standards liés à l'alpinisme en haute altitude, soit 35 000 $. La compagnie d'assurance a versé cette somme sans délai. Cependant, une différence de 25 000 $ restait en suspens dans un vide juridique. Selon les lois du Kirghizistan et de la Russie, les dettes sont héritées en même temps que les biens. Le seul héritier de Natalia était son fils Mikhail, un homme de 27 ans qui avait déjà perdu son père 4 ans auparavant. À présent, en plus de son chagrin personnel, il était confronté à la perspective d'un asservissement financier. Accepter l'héritage signifiait prendre en charge la dette. Refuser signifiait perdre tout ce que sa mère lui avait laissé, y compris l'appartement à Moscou. Le ministère kirghize des situations d'urgence n'a pas officiellement présenté la facture à la famille. Nous ne nous précipitons pas, nous comprenons le chagrin des proches, ont déclaré les responsables. Cependant, la dette était documentée et, tôt ou tard, la question devait être résolue. Aksai Travel a tenté de contester une partie des frais d'hélicoptère, affirmant que le vol avait été organisé sans son consentement, mais a perdu. Les avocats ont conseillé à Mikhail d'attendre. Selon la loi, sans la découverte d'un corps, Natalia serait considérée comme disparue pendant encore 5 ans. La tragédie du Victory Peak a divisé l'opinion publique. Les réseaux sociaux sont devenus le théâtre d'un débat acharné, certains considérant Natalia comme une héroïne qui s'est battue jusqu'au bout pour réaliser son rêve, tandis que d'autres l'accusaient d'imprudence et d'égoïsme. Ses détracteurs lui reprochèrent d'avoir pris un risque mortel à son âge, laissant son fils adulte seul après la perte récente de son père. Ses opposants s'y opposaient farouchement, arguant que Natalia avait vécu une vie réelle et pleine, contrairement à ses détracteurs, qui se contentaient d'exister dans une routine grise. La Fédération russe d'alpinisme a adopté une position officielle modérée. Dans ses déclarations, elle l'a qualifiée de grimpeuse expérimentée et a décrit ce qui s'était passé comme une tragique coïncidence.
Cependant, derrière ces formulations neutres, les experts ont vu des conclusions évidentes. L'équipe n'était pas bien coordonnée, la décision de partir sans guide était controversée, et une ancienne blessure à la jambe aurait dû être une raison suffisante pour abandonner l'ascension. Cependant, les discussions les plus animées ont porté sur les actions de Roman Mokriński. Pour certains, il est devenu un traître qui a abandonné sa partenaire à la mort. Pour d'autres, c'était un pragmatique qui a fait le seul choix possible pour survivre et aller chercher de l'aide. Roman lui-même a refusé de faire tout commentaire. Ceux qui le connaissaient ont déclaré qu'il était revenu de la montagne complètement transformé. La vidéo prise par un drone montrant Natalia agitant la main a été vue des millions de fois et a déclenché une vague de colère publique à l'encontre des sauveteurs. Des milliers de personnes qui ne comprenaient pas les réalités de la haute altitude ont posé la même question dans les commentaires. Comment ont-ils pu ne pas la sauver alors que tout le monde pouvait voir qu'elle était en vie ? Toute tentative d'expliquer l'impossibilité technique d'une évacuation à 7150 mètres d'altitude a été noyée sous un torrent d'émotions et d'accusations. Le Parlement kirghize a commencé à discuter de nouvelles règles pour les alpinistes. Il a été proposé de rendre obligatoire des permis spéciaux pour les ascensions au-dessus de 6000 mètres, d'augmenter les montants des assurances et de renforcer les exigences relatives à la composition des groupes. Mais tout le monde comprenait, les montagnes ne reconnaissent pas les lois humaines. En Italie, la famille de Luca Sinigaglia a installé une plaque commémorative dans son club d'alpinisme natal à Milan. L'inscription disait « I canali concisieta » à Luca Sinigaglia, l'alpiniste qui ne pouvait pas abandonner ses amis. Sa sœur Patricia n'a pas blâmé Natalia. Luca a pris cette décision lui-même. Il ne pouvait pas faire autrement. C'était son choix, le choix d'un véritable ami. Le fils de Natalia, Mikhail, a prévu une expédition pour 2026. Non pas pour escalader, mais pour installer une plaque commémorative. Tout comme sa mère avait autrefois installé une plaque pour son père sur le Khan Tengri, la boucle était bouclée. Les experts ont estimé à 40% les chances de retrouver et d'évacuer les corps. Tout dépendait de la météo et du financement. L'Italie et la Russie ont promis leur aide. Dans le milieu de l'alpinisme, l'histoire de Natalia Nagovitsina et Luca Sinigaglia est désormais racontée comme une parabole. Elle parle du prix de la loyauté. Elle parle du conflit entre les règles de survie en montagne et l'humanité. Et elle parle du choix que chacun fait. Le pic Victory continue de se dresser à la frontière entre le Kirghizistan et la Chine, indifférent aux tragédies humaines. Les vents du désert du Taklamakan continuent de polir ses pentes jusqu'à leur donner un éclat miroitant. Dans un creux enneigé à 7150 mètres d'altitude reposent ceux qui ont payé le prix ultime pour avoir tenté de toucher le ciel. L'histoire de Natalia Nagovitsina nous invite à réfléchir sur la nature de l'ambition humaine. Qu'est-ce qui pousse les gens à retourner sans cesse dans un endroit où les chances de mourir sont de 30%? Il n'y a pas de réponse simple. C'est peut-être parce que certaines personnes ne peuvent pas vivre sans défi. Probablement, dans les montagnes, elles trouvent quelque chose qui manque dans la vie ordinaire, la clarté ultime de l'existence où chaque décision a une valeur absolue. Natalia connaissait les statistiques. Elle savait que la tragédie de 1955 avait coûté la vie à 11 personnes dans une tente située non loin de son dernier lieu de repos. Elle savait que personne n'avait jamais été évacué vivant d'une altitude de 7000 mètres sur cette montagne. Et pourtant, elle y est allée parce qu'elle l'avait promis à son mari, parce que c'était le dernier sommet avant le titre convoité de Snow Leopard, parce qu'elle ne savait pas comment s'arrêter à mi-chemin. Son histoire n'est pas un guide d'action ni un avertissement, c'est simplement une histoire sur le choix. Sur la façon dont, à un moment critique, une personne choisit entre la survie physique et la fidélité à soi-même. Roman Mokriński a choisi la vie et portera le poids de cette décision pour le reste de ses jours. Luca Sinigaglia a choisi la loyauté et est resté à jamais sur la montagne. Natalia a choisi son rêve et l'a payé de tout ce qu'elle avait. Dans un monde où le succès se mesure en chiffres et en réalisations, il est facile d'oublier une vérité simple. Certains sommets ne sont pas faits pour les humains. Mais tant que les gens seront prêts à défier cette vérité, les tragédies en haute altitude continueront de se produire. Et chacune d'entre elles nous rappellera la fragilité de la vie humaine et la grandeur de l'esprit humain. Les montagnes ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles existent. Et elles attendent que les prochains viennent tester les limites du possible.